Les torches projetaient de longues ombres sur le sol de marbre, tandis qu'elle avançait pieds nus vers la figure de bois placée dans le coin. Ses mains tremblaient. Derrière elle, 7 témoins se tenaient en silence, leurs visages éclairés par la lumière des lampes, leurs regards suivant chacun de ses mouvements. On lui avait dit que c'était la tradition, que toutes les épouses avant elle avaient fait de même, que résister ferait honte à sa famille, mais personne ne lui avait expliqué en quoi consistait réellement cette tradition, pas avant cet instant, pas avant que le tissu ne soit retiré et qu'elle ne voie ce qui l'attendait dessous. Nous étions en 89 de notre ère. Sous le règne de l'empereur Domitien, la jeune Flavia Tersa, âgée de 18 ans, allait découvrir que le mariage romain n'avait rien à voir avec les voiles safranés et les noix dispersées de la cérémonie publique. Ce qui se passait derrière les portes closes, en présence de témoins qui pourraient plus tard témoigner devant un tribunal si nécessaire, était tout autre chose. Quelque chose que les historiens romains eux-mêmes peineraient plus tard à décrire, quelque chose que l'Église chrétienne passerait des siècles à tenter d'effacer de la mémoire collective. La procession nuptiale avait été belle à sa manière. Flavia portait le voile traditionnel de couleur flamme qui désignait la mariée. Ses cheveux étaient tressés en nattes, retenus par des rubans de laine, exactement comme le voulait la coutume. Le sacrifice au temple s'était bien déroulé. Les entrailles du mouton avaient révélé des augures favorables. Son père avait signé les contrats qui la transféraient de son autorité légale à celle de son mari, utilisant la formule ancienne qui rendait l'union juridiquement valide selon le droit romain. Elle avait prononcé les paroles rituelles que des générations de mariés avaient répétées avant elle. Ubi tu Gaius, ego Gaia. Là où tu es Gaius, je suis Gaïa. Cette phrase signifiait qu'elle n'était plus elle-même. Elle appartenait désormais à son mari, Marcus Petronius Rufus, un marchand de grains de 25 ans, son aîné, qu'elle n'avait rencontré que 3 fois avant ce jour. Mais cette cérémonie n'était que le commencement légal. Ce qui l'attendait au terme de la procession au flambeau à travers les rues de Rome, dans la maison qu'elle n'avait jamais franchie, dans la pièce où les témoins étaient déjà rassemblés, c'était là que la véritable transformation allait s'accomplir. C'est là qu'elle apprendrait ce que le droit romain exigeait réellement du corps d'une épouse. La foule qui entourait la procession avait chanté des chansons obscènes, comme l'exigeait la tradition. Les vers Fessénins étaient crus et explicites, décrivant dans le détail le plus cru ce qui allait lui arriver cette nuit-là. De jeunes hommes dans la foule criaient des suggestions qui faisaient brûler ses joues sous le voile. Sa mère lui avait dit que cela servait à chasser les esprits malins par le rire et la honte, mais Flavia avait remarqué que sa mère ne riait pas. Sa mère avait pleuré en arrangeant ses cheveux ce matin-là, et ses derniers mots avaient été murmurés comme un avertissement. Ne résiste pas. Quoi qu'il te demande, ne résiste pas. Ça ne fait qu'empirer les choses. Ils arrivèrent à la maison de Marcus Petronius Rufus alors que le soleil avait complètement disparu. Le seuil était orné de laine et de verdure. 2 torches indiquaient que c'était un lieu où un mariage allait être consommé selon la loi. La foule devint plus bruyante, les chansons plus explicites. Quelqu'un lui lança des noix. Les coques s'accrochèrent aux plis de sa robe, une bénédiction de fertilité qui ressemblait davantage à une moquerie. Son mari l'attendait sur le seuil et, derrière lui, elle distinguait des silhouettes qui se mouvaient à la lumière des lampes. Trop de silhouettes, bien trop pour un moment intime entre époux. Marcus la souleva pour franchir le seuil, car la tradition voulait qu'une mariée ne trébuche pas en entrant dans sa nouvelle maison, et parce que ce geste symbolisait quelque chose de plus ancien, une époque où les femmes étaient portées dans la maison de leur mari, qu'elles le veuillent ou non. La porte se referma derrière elle, étouffant les chants de l'extérieur, et Flavia vit enfin ce qui l'attendait dans l'atrium. Une femme âgée, vêtue d'une robe de cérémonie, la pronuba, dont le rôle était de superviser tout ce qui allait se passer cette nuit-là, un prêtre d'affiliation incertaine, 3 esclaves tenant des bassins et des linges, un homme plus âgé avec un sac en cuir contenant des instruments médicaux posés à ses pieds, et dans le coin, drapé d'un tissu qui en masquait la forme exacte, une structure en bois d'environ 1,20 m de haut. La pronuba s'avança et prit les mains de Flavia dans une étreinte ferme, presque coercitive, comme si elle s'attendait à ce qu'elle tente de fuir. Bienvenue dans la maison de ton époux, dit la pronuba. Les rites sacrés doivent maintenant être accomplis. Voici ce que presque personne ne vous dit sur le mariage romain. Il ne s'agissait pas principalement d'une union romantique. C'était un transfert de propriété, documenté et attesté comme la vente d'une ferme ou d'un navire. Le droit romain définissait le mariage comme une conventio in manum, littéralement entrer dans la main, ce qui signifiait qu'une femme passait de la propriété de son père à celle de son mari. Avant la fin de la République, ce transfert était absolu.
Un mari détenait sur son épouse le même pouvoir légal que sur ses esclaves, y compris, en théorie, le droit de vie et de mort. À l'époque impériale, quand Flavia parcourait ce chemin éclairé au flambeau, la loi s'était quelque peu adoucie. Les femmes pouvaient posséder des biens. Le divorce était possible dans certaines circonstances. Mais le principe fondamental demeurait: le mariage transférait une femme de l'autorité d'un homme à celle d'un autre. Et comme tout transfert de propriété important à Rome, il exigeait une vérification. Pensez à la façon dont les Romains géraient la vente d'un terrain: des témoins assistaient à la transaction, on inspectait la propriété pour confirmer qu'elle correspondait à la description du vendeur, des rituels invoquaient la bénédiction divine, on parcourait les limites, on scellait les documents, et tout le monde savait exactement ce qui était échangé. Les Romains appliquaient la même logique au mariage, avec une différence cruciale: la valeur principale de la mariée résidait dans sa capacité à produire des héritiers légitimes. Son corps était la propriété transférée. Sa fertilité était la ressource achetée. Et le droit romain exigeait que les deux soient vérifiés avant que la transaction ne soit considérée comme complète. Ce n'était pas une interprétation. Les textes juridiques romains affirment explicitement qu'un mariage n'était valide qu'après consommation. Cette consommation devait être confirmée par des témoins. Sinon, comment être certain qu'elle avait réellement eu lieu? La virginité de la mariée devait être vérifiée. Sinon, comment le mari pouvait-il être sûr que les enfants qu'elle porterait seraient bien les siens? Chacune de ces exigences générait des rituels correspondants. Des rituels qui avaient un sens parfait dans la logique juridique romaine. Des rituels qui horrifient les sensibilités modernes, précisément parce que cette logique est radicalement étrangère à notre conception actuelle du mariage. La pronuba guida Flavia vers la figure drapée dans le coin. Le cœur de Flavia battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. La main de la pronuba restait posée sur son bras, ferme, ne laissant aucune possibilité de recul. Tu dois saluer Mutunus Tutunus, dit la pronuba. Tu dois lui demander sa bénédiction avant que ton époux ne t'approche. Tu dois t'offrir comme la tradition l'exige. D'une main tremblante, Flavia retira le tissu. Ce qui se trouvait dessous était une figure en bois sculptée avec une précision anatomique, la représentation d'un phallus. Mais ce n'était pas un petit amulette comme ceux que les enfants portaient autour du cou pour repousser le mauvais œil. Ce n'était pas non plus un épouvantail de jardin. Cette figure était délibérément dimensionnée, soigneusement proportionnée pour un usage précis qui devint terrifiant quand la pronuba commença à expliquer ce que Flavia devait faire. Le dieu Mutunus Tutunus était la divinité romaine de la fertilité et de l'initiation sexuelle. Nous savons qu'il existait car plusieurs sources antiques le mentionnent, toujours brièvement, toujours avec un malaise visible. Saint Augustin, écrivant au vieux siècle alors que le christianisme triomphait du paganisme romain, décrivit la pratique avec indignation. Les mariées romaines étaient tenues de s'asseoir sur le phallus en bois de Mutunus Tutunus, comme un devoir sacré avant la consommation avec leur mari. Le rituel se déroulait en présence de témoins. Augustin était une source hostile, écrivant pour condamner le paganisme, mais sa description correspond aux fragments de textes non chrétiens antérieurs qui font allusion à la même pratique. Lactance, un autre père de l'Église, qualifia la chose de si honteuse que même la nommée souillait celui qui parlait. Arnob donna le récit le plus détaillé, décrivant les mariés obligés d'enfourcher l'emblème du dieu, tandis que leur nouveau mari regardait. L'antiquaire Varron, écrivant plusieurs siècles plus tôt sans intention chrétienne, mentionna Mutunus Tutunus comme une divinité à laquelle les mariés étaient présentés, utilisant un langage qui impliquait un contact physique sans le décrire explicitement. Les historiens modernes qui abordent ce rituel ont tendance à le minimiser, suggérant que la mariée ne faisait que s'asseoir brièvement sur les genoux de la statue dans un geste symbolique. Mais le langage des sources antiques ne soutient pas cette interprétation rassurante. Le mot employé par Augustine est insider, s'installer sur ou enfourcher. Arnaud utilise un langage suggérant une pénétration. Lactance refuse de décrire les détails parce qu'ils étaient trop honteux, une réaction excessive s'il ne s'agissait que d'un effleurement. Le but déclaré était d'obtenir la bénédiction divine pour la fertilité. Le but pratique, que les Romains aient ou non conscience de le reconnaître, était la préparation. Briser la résistance avant la véritable consommation. Démontrer une soumission absolue devant témoins. Conditionner une jeune vierge à accepter ce qui allait suivre. Flavia se tenait devant la figure. La pronuba la positionna, guida son corps, lui indiqua ce qui était requis. Les témoins regardaient, son mari regardait. Le médecin attendait pour procéder à l'examen ensuite, et Flavia comprit enfin ce que signifiaient les larmes de sa mère,
ce que préparaient les chansons obscènes, ce qu'être une épouse romaine exigeait réellement. Elle aurait pu refuser, en théorie, mais refuser signifiait la honte pour sa famille, l'annulation des contrats, le retour dans la maison de son père comme marchandise endommagée qu'aucun homme respectable n'épouserait plus. Cela signifiait que tout ce qu'on lui avait enseigné sur le devoir et l'honneur serait démontré faux et qu'elle serait prouvée sans valeur. Elle ne refusa pas. Après le rituel avec la statue, des esclaves la lavèrent dans une bassine d'eau parfumée. Ce lavage avait une signification religieuse, purification après le contact avec le Dieu. Mais il était aussi une préparation pratique pour ce qui suivait, l'examen médical. Le médecin, qui était resté silencieux jusque-là, s'approcha. Cet examen n'était pas facultatif. Avant tout mariage, impliquant un patrimoine important, une mariée respectable subissait une vérification par un médecin ou une sage-femme pour confirmer son état de virginité. L'examen était consigné et le document devenait partie du dossier légal établissant la valeur de la mariée. Les textes médicaux romains décrivent les techniques utilisées avec une précision clinique qui ne laisse aucun doute sur ce qui était pratiqué. Cet examen prénuptial établissait une base de référence. La mariée était confirmée intacte, n'ayant jamais appartenu à un autre homme. Maintenant, après le rituel avec mutunus tutunus, le médecin procédait à un second examen. Celui-ci vérifiait que le rituel avait été correctement accompli, que l'état physique de la mariée était cohérent avec ce qui avait été établi précédemment, qu'elle était prête pour la consommation avec son mari. Tout cela se déroulait en présence de témoins dont le témoignage pourrait être requis si un aspect du mariage était un jour contesté en justice. Ce qui frappe le lecteur moderne dans les descriptions romaines n'est pas seulement leur caractère intrusif, mais leur désinvolture. Les Romains ne considéraient pas ces rituels comme traumatisants ou problématiques. C'étaient simplement des procédures nécessaires pour mener à bien une transaction légale importante. Les sentiments de la mariée face à l'examen, l'observation et la documentation n'étaient pas plus pertinents que ceux d'une ferme inspectée avant sa vente. La propriété n'a pas de sentiments. La propriété est transférée selon les procédures appropriées. Après l'examen, Flavia fut conduite dans la chambre nuptiale préparée pour la consommation. La pièce était décorée selon la tradition. Le lit de mariage était placé de façon à être parfaitement visible depuis la porte, qui resterait ouverte toute la nuit. Des lampes à huile fournissaient assez de lumière pour que la pronuba puisse observer depuis son poste près de l'entrée. Les esclaves qui seraient nécessaires ensuite attendirent dans le couloir. Marcus entra. Il semblait nerveux, ce qui surprit Flavia. Elle avait supposé qu'il serait sûr de lui, autoritaire. Au lieu de cela, il jeta un regard gêné vers la pronuba avant de s'approcher du lit. La pronuba parla, d'une voix formelle et rituelle. La mariée est prête, les dieux ont béni l'union. Que le mariage soit consommé conformément aux lois de Rome et aux coutumes de nos ancêtres. Que les témoins confirment l'accomplissement. Que personne ne puisse douter que cette femme est devenue une épouse. Ce qui suivit dura plusieurs heures. La pronuba observa tout du long, donnant parfois des instructions quand c'était nécessaire, veillant à ce que la consommation soit réalisée de manière à satisfaire les exigences légales. La porte resta ouverte. Les sons portèrent dans le couloir où attendirent les esclaves. Tout ce qui se passa dans ce lit fut semi-public, partie d'un rituel de vérification conçu pour qu'aucun aspect du transfert de propriété ne puisse être contesté ultérieurement. À l'aube, le médecin revint pour un examen final. Celui-ci confirma que la consommation avait eu lieu, que la mariée était désormais physiquement transformée de manière à marquer son passage de vierge à épouse. L'examen fut consigné. La pronuba fournit un témoignage formel de ce qu'elle avait vu. La transformation légale était achevée. Flavia Tersa était désormais une épouse romaine. Elle donnerait 4 enfants au cours de la décennie suivante. Elle gérerait avec compétence la maison de son mari. Elle assisterait aux fêtes et remplirait tous les devoirs attendus d'une matrone de son rang. Et elle ne parlerait jamais de sa nuit de noces, pas même à ses propres filles quand leur mariage serait arrangé. Parce qu'il n'y avait rien à dire. C'était la tradition. C'était ainsi que les choses se faisaient. C'était ce qu'être une épouse romaine exigeait. Son silence n'avait rien d'exceptionnel. Il était universel. Les femmes romaines n'écrivaient pas sur leur nuit de noces. Les hommes romains ne décrivaient pas ce dont ils avaient été témoins. Les rituels étaient si profondément intégrés à la vie romaine que les décrire semblait inutile, comme décrire la façon dont on respire. Tout le monde savait, personne n'en parlait. C'est pourquoi reconstituer ces pratiques nécessite de rassembler des fragments provenant de sources chrétiennes hostiles, de références juridiques obscures, de textes médicaux embarrassés et de preuves archéologiques qui ne prennent sens que lorsqu'on comprend à quoi elles servaient. Le silence n'était pas un complot.
c'était simplement la preuve de l'omniprésence de ces pratiques. Elles étaient l'eau dans laquelle nageaient les femmes romaines, si omniprésentes que les décrire semblait inutile. Pendant 1000 ans, c'est ce que signifiait le mariage à Rome. Des générations de femmes vécurent leur nuit de noces dans ce cadre, comprirent leur expérience à travers ce prisme, transmirent leur savoir à leurs filles dans des chuchotements qui préparaient la génération suivante. Le système se perpétuait parce que tous les acteurs en acceptaient les prémices fondamentales. La propriété doit être vérifiée, les transferts doivent être attestés, le mariage crée des obligations légales nécessitant une documentation. Les femmes sont le moyen par lequel les familles se perpétuent. La logique était cohérente en interne, même si elle était monstrueuse vue de l'extérieur. La fin ne vint pas d'une réforme interne romaine, mais d'une conquête religieuse extérieure. Quand le christianisme transforma Rome au IVe siècle, il apporta des prémices radicalement différentes. Si les femmes avaient une âme égale à celle des hommes, elles ne pouvaient être traitées comme une propriété à examiner. Si le mariage était un mystère sacré, il ne pouvait inclure des éléments que l'Église jugeait obscènes. Si la pudeur et l'intimité étaient des vertus, tout l'appareil de témoin et de vérification devenait offensant. Le changement prit des siècles et ne fut jamais totalement achevé. Mais dans les villes et parmi les classes instruites, les anciennes pratiques furent systématiquement réprimées, et cette répression inclut la destruction des preuves. Les statuts de Mutunus Tutunus furent brisés ou enfouis. Les textes décrivant les pratiques de la nuit de noces furent retirés des bibliothèques ou laissés à la décomposition. Les peintures murales représentant des scènes traditionnelles furent recouvertes de chaux. Le rôle de la pronuba fut transformé en quelque chose de purement cérémoniel. En quelques générations, la connaissance détaillée de ce qu'impliquaient réellement les mariages romains fut perdue pour tous, sauf pour les érudits étudiant des sources fragmentaires survivantes. Les chrétiens qui transformèrent Rome n'effaçaient pas simplement une histoire embarrassante. Ils tentèrent de construire une nouvelle civilisation sur les fondations romaines tout en niant ce que ces fondations avaient réellement soutenu. Ils y réussirent si bien que la plupart des gens aujourd'hui ignorent totalement ce qu'impliquait réellement le mariage romain. Le mythe confortable des voiles safranés et des noix dispersées a remplacé la réalité inconfortable. Mais des fragments subsistent. Les fragments subsistent toujours. Flavia mourut en 131 de notre ère, à environ 60 ans. Elle avait été épouse pendant plus de 40 ans. Que pensa-t-elle de sa nuit de noces durant toutes ces décennies qui suivirent? Cela rappelait-elle comme un traumatisme, comme une acceptation, comme quelque chose entre les deux? Aurait-elle souhaité quelque chose de différent pour ses filles? Ou acceptait-elle que c'était simplement ainsi que les choses étaient? Nous ne pouvons pas le savoir. Elle n'a laissé aucun écrit. Aucune femme romaine de sa classe ne l'a fait. Le silence qui entoure ces pratiques est le silence de femmes dont les expériences n'étaient pas jugées dignes d'être consignées, dont les sentiments sur leur propre corps n'étaient pas considérés comme pertinents pour les histoires et les textes juridiques produits par les hommes. Nous savons ce qui leur a été fait. Nous ne savons pas ce qu'elles en pensaient, mais nous en savons assez pour comprendre pourquoi cette histoire a été effacée. Elle révélait quelque chose de gênant sur la civilisation dont nous avons hérité. Rome est censée être le fondement du droit et de la culture occidentale. Reconnaître ce que Rome faisait réellement à ses femmes complique cet héritage. Cela suggère que civilisation et brutalité peuvent coexister, que la sophistication juridique peut aller de pair avec une déshumanisation systématique. Les rituels de la nuit de noces romains ont disparu, mais les femmes qui les ont vécus étaient réelles. Pour Flavia Tersa, pour sa mère, pour ses filles, pour toutes les générations de femmes romaines dont la nuit de noces fut un rituel de vérification et de contrôle. Elles ont vécu, elles ont enduré, elles ont été réduites au silence.